Rebonjour à toutes et tous. Comme vous le savez, nous continuons et terminons cette journée sans transition sur la problématique du bois énergie dans le cadre de l'industrie. Comment changer d'échelle pour les industries ? En quoi le bois énergie serait-il indispensable à la décarbonation de l'industrie ? Et si oui, à travers quels outils ? C'est ce à quoi vont tenter de répondre nos invités. Avec, pour commencer, un invité à distance, Monsieur Jean-Pascal Archimbaud, qui est président, directeur général du groupe Archimbaud, du groupe du même nom. Monsieur Archimbaud, très connu dans le métier, merci pour votre présence. Je me permettrai de venir vers vous dans un instant pour commencer cette table ronde. Monsieur Bruno Bellamy, qui est avec moi en studio. Bonjour Monsieur Bellamy, merci pour votre présence. Vous êtes directeur commercial industrie de Dalkia. Vous pilotez actuellement au sein de Dalkia l'action commerciale sur le plan de relance de l'industrie. Notamment sur les volets décarbonation et de l'efficacité énergétique des procédés. Vous pourrez nous en dire un peu plus, évidemment, dans un instant. Et enfin, Monsieur André Thirion, du ministère de l'économie, des finances et de la relance, où vous êtes chef du pôle énergie, directeur de projet transition énergétique et compétitivité à la direction générale des entreprises du dit ministère. Bonjour Monsieur Thirion et bienvenue parmi nous également. Alors Monsieur Archimbaud, comme promis, je vais vous proposer d'introduire en quelque sorte ou de planter le décor ou le tableau de nos échanges. Vous qui avez, si l'on peut dire, un pied dans chaque maillon de la filière forêt-bois, puisque vous intervenez depuis l'exploitation forestière jusqu'à la deuxième transformation, en passant par le sciage. Vous produisez également des granulés bois. Voilà, autant de choses qui confortent votre légitimité, si je puis dire, pour commencer cette table ronde. Quels sont les atouts du bois énergie pour votre industrie dans un marché européen dans lequel vous vous inscrivez ? Eh bien, la transformation du bois aujourd'hui a beaucoup d'atouts, puisqu'on est, on peut dire, on n'a pas d'impact énergétique en énergie grise si on va jusqu'au bout du système. Par exemple, le groupe Archimbaud transforme environ 500 000 tonnes de bois dans nos différentes usines sous forme de sciage, et on valorise une partie, c'est-à-dire la moitié de notre production sous forme de sur et coco, et pour être transformé en granulé. L'impact énergétique se décompose en deux parties. La partie électrique qui est produite et autoproduite sur une de nos usines, l'usine de la Bouère, dont la cogénération s'appelle Cogeland, où nous produisons environ l'équivalent de notre consommation, 30 gigawattheures par an. Ensuite, nous avons dans 3 usines des foyers qui produisent de la chaleur pour déshydrater nos sures et sécher notre bois, pour une production totale de 150 gigawattheures. Si on voulait aller jusqu'au bout, et on s'y penche, il ne manque plus qu'aujourd'hui la partie mobilité, c'est-à-dire tout ce qui est énergie à base de carburant aujourd'hui, qui sont pour l'abattage, le débardage, le transport, la manutention dans les usines et le transport chez le client final. Et en faisant un rapide calcul aujourd'hui sur la possibilité avec des futurs nouveaux véhicules à hydrogène, en faisant un rapide calcul, on consomme 25 litres de carburant par mètre cube de boissier et livré. Et si on convertissait ça en hydrogène, il nous faudrait 3 kg d'hydrogène par mètre cube de boissier. Et sans anticiper, ça fait partie de vos projets ? Oui, ça fait partie de nos projets. Oui. Nous avons un programme de recherche bien avancé aujourd'hui sur la production d'hydrogène à partir d'une partie de notre matière. Et pour terminer notre activité, aujourd'hui, nous avons lancé une activité importante de recyclage de bois. C'est-à-dire que ce matin, vous en avez un petit peu parlé, mais je pense qu'on va pouvoir en parler, en débattre. Aujourd'hui, le bois a bien sûr plusieurs vies et on peut utiliser le bois sous plusieurs formes, sous la forme de bois solide, et terminer sa vie en énergie, principalement dans nos usines, puisqu'en fait, on est capable, on a la matière première sur place et on est capable de consommer une partie de nos déchets, c'est-à-dire les déchets ultimes. On valorise le bois tant qu'on peut et vraiment en fin de vie, on utilise les déchets ou les déchets ultimes ou ce qu'on va bien appeler dernière partie de l'arbre vivant pour en faire de l'énergie. Et si on fait ce calcul-là,
plus on coupe d'arbres, enfin, plus on exploite la forêt. Alors bien sûr, avec des raisonnements très sur des petites surfaces, hein, et bien sûr sur des plantations. C'est un débat qui a eu lieu ce matin et on aura l'occasion sans doute d'y revenir. Mais avec vraiment des petites surfaces forestières, on peut aujourd'hui avoir un impact d'énergie hyper positif. Merci beaucoup, monsieur Archimbaud, pour ce premier retour, cette première illustration quant à notre sujet. Illustration très concrète, s'il en est, monsieur Bellamy, à qui je vais demander de compléter avec votre propre regard d'industriel, compte tenu des prérogatives que sont les vôtres aujourd'hui au sein de Dalkia, compte tenu de votre champ de compétences, probablement avec un regard multi-énergie, multi-ressources. Quelle est votre vision de la place du bois énergie? À quel endroit semble-t-il le plus pertinent dans les dispositifs industriels, dans les process industriels aujourd'hui? Alors, vous avez raison, vous êtes en train de bien préciser que finalement, la biomasse, aujourd'hui, on n'arrive pas à la déployer chez l'ensemble des industriels. Et elle est parfaitement adaptée aujourd'hui sur des industriels qui ont un fonctionnement en continu, des besoins typiquement de vapeur, hein, ce qui est finalement l'utilité que l'on aime bien, que Dalkia vend particulièrement bien à ses clients. Mais c'est une utilité qui se produit bien en continu sur des sites qui ont des besoins, plus de 8000 heures par an. Et dès qu'on a besoin d'avoir une interruptibilité, par exemple pour les sites qui s'arrêtent le week-end, là, on a un peu plus de difficultés à trouver des solutions technologiques. De solutions techniques. Et donc, je pense que c'est un des maillons faibles en fait, de la filière biomasse, c'est comment adresser l'ensemble des industriels, y compris ceux qui ont besoin de s'arrêter la nuit ou le week-end. Alors inversement, s'il fallait identifier, je dirais, les secteurs qui seraient les plus porteurs ou les plus favorables à les secteurs les plus favorables, c'est vraiment de l'industrie de production en continu, donc l'agroalimentaire, la papeterie, les industries des matériaux qui font beaucoup de séchage, et là où on trouve effectivement des consommateurs parfaitement adaptés. Merci beaucoup. Alors, monsieur Archimbaud, je reviens vers vous. Et monsieur Thirion, je sais que vous êtes avec nous, je ne vous oublie pas. Je vous proposerai de réagir ensuite aux interventions de monsieur Archimbaud et de monsieur Bellamy. Vous nous avez montré les différents axes déjà de développement qui sont envisageables pour augmenter progressivement le poids du bois énergie dans vos process et ainsi contribuer à accélérer votre décarbonation. Mais là aussi, si j'ose dire, vous êtes dans une dimension peut-être nécessaire et suffisante pour ce faire, ou pour y arriver, pour réussir. C'est peut-être l'une des conditions principales. Monsieur Bellamy vient de parler plutôt de flux ou de durée d'exploitation, d'exploitation en continu, nous avons bien compris. Pour ce qui vous concerne, est-ce que votre propre expérience est transposable à d'autres industries, selon vous, et si oui, lesquelles ? M. Bellamy l'a résumé, la combustion du bois est un process assez complexe et il faut absolument des usines qui consomment des volumes d'énergie relativement importants. Et ensuite, on ne peut pas faire du stop and go. On est obligé d'avoir des process continus sur la base des nucléaires. Ça, c'est le minimum. Après, il y a des énergies qui sont beaucoup plus faciles à exploiter. La plaquette énergie sur des petites puissances ou alors après sur des puissances beaucoup moins importantes. Le granulet de bois est une très bonne alternative pour couvrir des pics ou pour couvrir des fonctionnements alternatifs. Merci, monsieur Archimbaud. Monsieur Bellamy, effectivement, pour aller dans le même sens, est-ce qu'il y a des complémentarités possibles auxquelles il faut s'intéresser également? C'est-à-dire, est-ce que le bois énergie peut venir s'intégrer dans une production multi-ressources ou multi-technique? On a l'habitude en fait de prendre la biomasse en fonctionnement en base. Comme on vient de le dire, c'est parfaitement adapté à un fonctionnement continu. Et effectivement, la complémentarité avec un autre combustible qui va venir faire la dentelle
est absolument essentiel. Et en dehors de ce frein le plus important que vous avez cité, cette condition nécessaire au départ pour justement donner toute sa puissance au bois énergie, au sens propre, au sens figuré, et toute sa place, est-ce qu'il y a d'autres freins qu'il faut aussi envisager de lever dans certaines circonstances? Alors, le frein principal peut-être de la biomasse dans l'industrie, c'est un sujet de compétitivité. Je veux dire, les industriels sont très attachés à leur structure de coûts. Par rapport aux énergies fossiles, par exemple? Et par rapport aux énergies fossiles. Et sur ce point particulier, on voit, et M. Archambault vient de le signaler, en fait, le développement en fait, de la biomasse déchets qui permet d'avoir un combustible moins cher donc, et de fournir une vapeur plus compétitive. Et on voit un certain nombre de mécanismes d'aide aussi qui apparaissent avec l'ADEME, et notamment la création d'une aide au fonctionnement qui vient en complément de la traditionnelle aide à l'investissement et qui est un excellent signal donné aux industriels. N'hésitez pas à aller vers la biomasse. Non seulement on va vous aider à financer la construction, mais en plus, on va vous amener un dispositif qui va compenser un éventuel déficit de compétitivité de ce combustible. Merci pour cette transition, parce que j'allais interroger M. Thirion là-dessus, si vous le voulez bien, M. Thirion. Là, on est typiquement dans l'une des dispositions du plan de relance, que cette possibilité de cumuler aide à l'investissement et aide au fonctionnement. Qu'en est-il aujourd'hui des aides pour nous rappeler le catalogue pour ceux que ça intéresserait encore à ce stade, puisqu'il y a eu beaucoup de communication là-dessus, mais cette journée est aussi l'occasion de faire le point. Ouais. Merci en tout cas d'avoir invité le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance pour évoquer ce sujet-là. Donc, la Direction générale des entreprises a voulu faire un axe majeur du plan de relance sur la décarbonation de l'industrie. Et donc, vous l'avez noté, la décarbonation de l'industrie, c'est 1,2 milliard d'euros, c'est donc 1,2% du plan de relance. Et du coup, il y a la biomasse énergie, je vais y revenir juste après. Il y a d'autres aspects dans la décarbonation de l'industrie qu'on a voulu mettre en œuvre. Je les cite très rapidement. Un aspect, disons, sur l'efficacité énergétique et la décarbonation via le changement des procédés, avec des appels au projet qu'on a confiés à l'ADEME, effectivement, et sur lesquels il y aura des relèves. Il y en a une qui vient juste de se finir hier, mais il y en a une autre qui arrive très prochainement le 14 octobre. On a également un guichet pour des projets d'efficacité énergétique de plus petite taille, un peu plus standard, qu'on a fait opérer par l'Agence des services et de paiement. Et puis, on y arrive, on a la chaleur décarbonée avec le volet biomasse et puis le volet combustible solide de récupération. Pour parler de la biomasse, comme le disait M. Bellamy, on a voulu, côté ministère de l'Économie, pouvoir, booster le dispositif historique de l'ADEME, le fameux BCIAT, qui est dédié en partie, assez majoritairement à l'industrie, en y adjoignant un dispositif d'aide au fonctionnement. Alors pourquoi on en est arrivé là? Donc c'est tout en un, on candidate au même appel à projet. Il y avait une période qui s'est conclue hier. Il y a eu déjà un certain nombre de lauréats qu'on a annoncés depuis le début de l'année, 38 de mémoire. Hier, on en a reçu encore plusieurs dizaines, donc c'est très bien. Et il y en aura encore, je l'espère, bien sûr, au 14 octobre. C'est un dispositif tout en un, une aide à l'investissement traditionnel, qui permet déjà de combler une partie des surcoûts d'investissement. Et puis, vous avez cette aide au fonctionnement qui vient non seulement rajouter une couche de rentabilité au projet, mais en plus, comme le mentionnait M. Bellamy, un aspect vraiment assurantiel qui nous tenait à cœur. Les industriels veulent, dans la durée, être sûrs d'avoir fait le bon choix, ils veulent être no regret, et donc être vraiment sûrs de ne pas regretter par rapport à leurs concurrents d'avoir fait un choix vertueux, écologique, qui est celui de la biomasse. Et cette aide au fonctionnement vient précisément couvrir les éventuels écarts. Ah ben mince, le prix du gaz n'a pas augmenté aussi vite qu'on l'avait imaginé, le prix du CO2 n'a pas augmenté aussi vite qu'on l'avait imaginé. Cette aide au fonctionnement vient couvrir ce genre d'écart. Merci M. Thirion. Je vais demander concrètement à M. Archambault ce qu'il pense de ces dispositifs. Quels sont pour vous les atouts, M. Archambault, pourvu qu'il y en ait à vos yeux, de ces aides à la décarbonation? Est-ce que ça va permettre l'accélération attendue en faveur du bois énergie, tel que nous en discutons depuis ce matin?
Alors, les aides sont un mécanisme intéressant, assez complexe parfois à comprendre et à mettre en application. Il y a une dizaine d'années, les premiers creux qui étaient réservés à la biomasse, qui ont été subitement arrêtés il y a 4 ans environ. C'est dommage d'ailleurs que les creux, style creux 3, aient été arrêtés aussi rapidement pour l'industrie du bois, parce qu'il y avait encore de la place pour mettre quelques installations bien destinées aux industriels du bois. Donc aujourd'hui, on est un petit peu bloqué sur ce système. Ensuite, l'autre volet relativement intéressant, c'est justement de pouvoir utiliser toute cette biomasse, tout ce bois en fin de vie, qui provient aujourd'hui du recyclage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on porte une quantité importante de bois recyclé chez nos voisins danois, anglais, belges, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la réglementation assez complexe du système français sur les rejets atmosphériques. On est un peu tatillon sur le sujet, où on classe nos installations sous des normes d'incinérateurs. Donc là, il faudra éclaircir assez rapidement toutes les nomenclatures existantes. Et ensuite, je ne citais pas et intervenu tout à l'heure, il faut absolument bénéficier des dernières technologies de filtration et de rejet et de traitement des gaz en sortie de cheminée, de façon à ce qu'on puisse, en toute assurance, utiliser des matériels de dernière technologie. Merci, M. Archambault. M. Bellamy, je vous voyais approuver l'intervention de M. Archambault. Je voulais intervenir parce que, effectivement, sur ce sujet de... En fait, on a une contrainte, c'est on ne va pas assez vite. On voudrait aller beaucoup plus vite. Et pour aller plus vite, il y a plusieurs éléments. Et notamment ce sujet des normes, et si on veut être un peu précis, l'application de la 35-20 sur des projets biomasse en bois déchets, qui sont extrêmement pénalisants en termes d'instruction administrative. Il faut bien voir qu'on est sur des projets sur lesquels on va passer par des systèmes d'appel à projets de l'ADEME, sur lesquels donc, on met au moins 9 mois pour être lauréat. Puis après, on se prend presque 18 mois d'instruction administrative pour avoir le droit de commencer à construire. Et donc, c'est des projets et plus après 2-3 ans de construction, des projets que l'on met 5-6 ans à développer. Oui, je comprends. Et donc, on aurait intérêt à essayer de comprimer déjà le processus d'attribution le plus vite possible. Et pourquoi pas passer sur un guichet ouvert plutôt que des appels à projets qui finalement, même s'ils sont finalement assez nombreux, retardent l'attribution des subventions, et ensuite essayer d'aller encore plus vite d'un point de vue administratif. Et donc ce point mis en avant par M. Archambault est vraiment critique. Est important. Nous avons bien entendu votre message. Alors, M. Thirion, je ne sais pas si vous avez une baguette magique en la matière ou si ça rentre dans votre champ de compétences pour ce qui vous concerne. Mais par contre, pourquoi, selon vous, a-t-il été fait le choix de l'industrie? Pourquoi les aides ont-elles été à ce point fléchées vers l'industrie et selon quels critères? L'industrie, aujourd'hui, c'est 18% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aujourd'hui pas forcément là-dessus que tous les efforts avaient été mis. On a des ambitions très fortes dans la SNBC. On veut, donc les stratégies nationales bas carbone, on veut avoir une baisse, en gros, passer de 80 millions de tonnes à 53 millions de tonnes en 2030. Et puis aller vers des émissions globalement résiduelles en 2050. Pour ça, on a besoin de mobiliser tous les moyens. Pourquoi pour l'industrie c'est si important? C'est très bien de décarboner, il n'y a pas de doute, mais c'est un enjeu majeur de compétitivité pour notre industrie. Et qui dit compétitivité de l'industrie, dit question de souveraineté pour l'ensemble de notre économie qui utilise les produits de cette industrie. Et donc ça, c'est vraiment un point majeur. Et donc cette question de la décarbonation, c'est très bien d'un point de vue environnemental et c'est indéniable. Et c'est pour ça qu'on le fait aussi pour des questions de compétitivité. Et il ne faut pas qu'on... Merci, Monsieur Thirion. Alors, comme vous le savez, nous aurons dans quelques minutes
la possibilité d'entendre des questions éventuelles de la part des participantes et des participants qui nous écoutent, mais je vais encore échanger avec vous quelques instants si vous le voulez bien. Justement, à propos de l'orientation de ces aides, du ciblage qui a été fait, est-ce qu'il n'y a pas, si vous permettez l'expression, un deuxième effet qui se coule, notamment en termes d'emploi, de relocalisation, d'activité? Est-ce que ça peut avoir un impact, M. Bellamy? Je poserai la même question à M. Archambault d'ailleurs. Est-ce que le bois énergie peut avoir un rôle particulier en la matière? Et si oui, avec quelle perspective, quoi? Là, pour le coup, pour moi, il a un impact évident sur notre balance commerciale. Tout le combustible que l'on va brûler dans ces chaudières biomasse, il est issu soit de la forêt, soit du... Surtout quand on connaît notre balance en la matière, oui. Voilà, donc en tout cas, ça améliore clairement le... Donc oui, c'est créateur d'emplois, c'est créateur d'emplois à la fois sur le métier de la forêt, mais aussi sur le métier du recyclage. On va mieux trier en fait ce bois déchet pour mieux le valoriser. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une bonne partie de ce bois déchet qui part à l'exportation, faute de réels débouchés chaleur en France. Ah oui, très bien. Merci pour cette précision, Monsieur Archambault. Même question. Est-ce que vous confirmez l'intérêt, une vertu particulière du bois énergie à travers tous les projets que vous avez dans les tuyaux, si je puis dire? Quel impact ça peut avoir? Est-ce que vous avez mesuré les choses ou est-ce que intuitivement vous savez que les choses vont dans le bon sens avec le bois énergie? Est-ce que c'est un levier de relocalisation d'emplois? Alors chez nous, le groupe Archambault s'est développé depuis une trentaine d'années. Les 10 dernières ou les 12 dernières années se sont faites grâce au bois énergie, le granulé et la production d'électricité, qui représentent environ 50% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Et nous attaquons une troisième phase pour les 10 prochaines années, qui sont le bois recyclé, qui aujourd'hui sont une croissance relativement importante pour notre groupe dans les 5 à 7 ans prochaines, 5 à 7 prochaines années, avec, je le rappelle, j'en ai parlé un petit peu dans mon introduction tout à l'heure, la valorisation du bois sous forme d'hydrogène, et on n'en parle pas assez dans le milieu de l'hydrogène. Aujourd'hui, on parle d'électrolyse ou de la fabrication d'hydrogène par électricité. J'ai toujours une image de la plus grosse usine pour fabriquer l'hydrogène, c'est la forêt. Merci, Monsieur Archambault. Monsieur Thirion, je reviens vers vous, si vous le permettez, juste avant de nous tourner vers Clarisse Fischer, qui vous transmettra peut-être des questions, d'autres questions et des questions plus précises sur certains des sujets que vous avez abordés. Vous avez évoqué rapidement tout à l'heure les premiers dossiers que vous avez reçus dans le cadre des appels à projets. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Quelles sont vos observations à ce stade? Est-ce qu'on peut être optimiste en regard des premiers retours? Quelles sont vos observations personnellement au cœur de votre service? Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a une très forte dynamique sur le sujet. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la mise en œuvre de l'aide au fonctionnement a reboosté le dispositif préexistant. Avec un nombre de candidats déposés qui est quasiment inégalé sur les années précédentes. Donc ça, c'est un point hyper positif. Je pense que c'est lié à la structure de l'aide qu'on propose en plus. J'ai bien noté les complexités et évidemment, on fait tout notre possible pour faire en sorte qu'elle soit le plus minime possible et pour avoir toujours un dispositif qui tienne quand même à peu près la route et qu'on doit aussi notifier à la Commission européenne derrière. Je dirais que ça, cette dynamique, elle est très bonne. On continuera de l'entretenir. Et puis, je dirais aussi qu'on peut se féliciter d'avoir autour de la table, avec M. Archambault et M. Bellamy, deux heureux lauréats, heureux je l'espère en tout cas, de ce côté. Monsieur Thirion, sauf erreur, la France prendra prochainement la présidence de l'Union européenne. Est-ce que selon vous, ce peut être un cadre ou une opportunité favorable pour éventuellement évacuer un certain nombre de problèmes persistants ou de difficultés, de freins tels que vous les avez évoqués les uns et les autres? Oui, je pense que ça peut être effectivement une opportunité si tant est que les freins soient réellement du niveau communautaire ou l'Union. Mais quand j'entends, si vous permettez, juste une question, quand on parle de bois de déchets et moi j'entrevois une sorte de distorsion de concurrence quelque part, quand les règles ne sont pas les mêmes ou que les dossiers n'avancent pas de la même façon, quand j'entends dire qu'un certain nombre de matériaux possiblement disponibles, ressources disponibles pour le bois énergie sont exportés, je n'en connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est M. Bellamy qui faisait allusion à ça. Il y a quand même quelque chose de nature qui relève du niveau européen, sauf erreur.
Oui, je pense que ça se regarde. Il y a sûrement des questions effectivement européennes, il y a sûrement des questions nationales aussi à creuser qu'il ne faudra pas laisser de côté. En tout cas, ce qui est d'ores et déjà sûr, c'est que cette présidence française de l'Union européenne sera un moment fort pour la décarbonation en général, pour la décarbonation de l'industrie en particulier, et donc clairement pour la biomasse énergétique. Merci beaucoup, Adrien Thirion. Je recherchais votre prénom, hein, pardonnez-moi, mais nous n'avons pas l'occasion de travailler tous les jours ensemble. Merci beaucoup à vous, Monsieur Archimbaud, Monsieur Bellamy. Vous restez évidemment encore avec nous pour répondre à d'éventuelles questions qui nous seront proposées par Clarisse dans un instant. Le temps pour nous de découvrir un nouveau dessin d'Éric Grelet qui nous accompagne depuis ce matin. Comment changer d'échelle pour les industries et comment atteindre l'inaccessible étoile. Nous allons terminer dans la poésie dans cette journée. En tout cas, Éric est très inspiré en ce sens. Merci Éric pour cette nouvelle illustration. Clarisse Fischer, je me retourne vers vous une dernière fois aujourd'hui, si je puis dire, mais vous pourrez intervenir à plusieurs reprises si vous le souhaitez. Vous êtes toujours notre porte-parole des participantes et participants qui nous regardent et qui nous écoutent depuis ce matin. Avez-vous quelques questions qui pourraient intéresser l'un ou l'autre de nos intervenants ? Oui, j'ai trois questions, une pour chacun d'entre vous. Tout d'abord, pour continuer avec Monsieur Thirion, justement sur la notion de temps long, la durée de mise en œuvre de ces projets et la besoin du coup de visibilité, notamment des aides. Alors, il a été mentionné de la cogénération, mais pas uniquement. Voilà, quelle visibilité dans le temps long on peut avoir sur le soutien actuel et éventuellement sur la cogénération. Monsieur Thirion ? Donc, comme je le disais, on a une ambition forte et claire sur l'atteinte des cibles de la stratégie nationale bas carbone. Pour cela, clairement, les mécanismes de soutien qui existent aujourd'hui à la biomasse ont vocation à être poursuivis. Et donc, ceux qui aujourd'hui existent pourront certainement perdurer. En tout cas, c'est bien le sens des propositions que nous portons. Merci, Monsieur Thirion. Clarisse nous disait avoir une question pour chacun de nos invités. Voilà. Une question très précise pour Monsieur Bellamy sur la mutualisation des réseaux de chaleur qui peut se faire au niveau industriel et qui peut permettre de maintenir notamment la capacité d'investissement des industries. Comment, dans ce cas, expliquer que ça ne se développe pas plus ? Alors, je veux dire, il y a des aspects très pragmatiques pour arriver à mutualiser en fait une production en vapeur d'un industriel avec celui d'un réseau de chaleur. Il faut une proximité évidente et donc c'est un peu des opportunités. Mais il y a quelques projets de ce type qui, à mon avis, ont été déposés dans les différents appels à projets de l'ADEME. Donc, ça reste du cas par cas. Une des difficultés en fait de l'appel en fait de chaleur en fait du réseau de chaleur, c'est qu'il est extrêmement climatique, donc avec un besoin qui est concentré l'hiver, et ce qui est pour un fonctionnement d'un industriel, on va chercher un fonctionnement en continu toute l'année, et donc il y a une complémentarité, mais qui reste ponctuelle. Merci, Monsieur Bellamy. Juste avant de vous entendre énoncer la question à destination de Monsieur Archimbaud, Clarisse, je vais en profiter peut-être pour passer un petit message à l'équipe d'organisation et peut-être prévenir Monsieur Fleury, l'inviter à nous rejoindre pour peut-être prononcer quelques mots en guise de conclusion à l'issue de cette table ronde qui touche à sa fin. Et non sans vous avoir remercié les uns et les autres pour vos contributions respectives, mais reste à entendre la question destinée à Monsieur Archimbaud, et qui nous est proposé par Clarisse, en fait, qui est issue des questions de nos participants en ligne. Oui, là, ça regroupe plusieurs questions pour Monsieur Archimbaud sur les marchés innovants. Est-ce qu'il peut développer les marchés innovants pour le bois énergie ? Alors, les marchés innovants pour le bois énergie sont principalement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la fabrication de carburants. Je pense à l'hydrogène, c'est une très bonne valorisation des nouveaux carburants, sachant que
la quantité d'hydrogène contenue dans le bois à l'état naturel, c'est environ 16%, et qu'aujourd'hui, les premiers procédés et les premiers systèmes d'extraction nous laissent le bois extraire 8% de la quantité d'hydrogène par rapport à la masse de bois sec. Très bonne. Merci. Bon résultat. Merci, Monsieur Archambault. Clarisse, je me retourne vers vous puisque le temps nous le permet. Encore une minute, si vous le voulez, si vous avez d'autres questions. Alors j'ai une autre question, peut-être un peu technique, donc elle reprend sur la partie ressources et sur les critères de durabilité de la ressource. Est-ce que par rapport à ces critères à venir, est-ce que Monsieur Archambault ou Monsieur Bellamy, voilà, c'est des choses qui vont être prises en compte dans vos installations? Comment abordez-vous la prise en compte de ces critères de durabilité souhaités par l'Europe et d'adéquation avec la ressource? Merci pour cette question qui reboucle parfaitement avec l'un des sujets que nous avons évoqués ce matin. Monsieur Archambault, vous avez un avis sur la question, puis je poserai la même question à Monsieur Bellamy. Je reviens toujours sur le même sujet. Je pense qu'on a une ressource relativement importante sur le recyclage du bois. On a aujourd'hui des excédents de bois recyclé, et si on remet en marche une filière de recyclage matériaux et bois énergie complémentaires, quand on regarde par exemple le panneau de particules ou les panneaux de procès, le mouvement d'énergie peuvent recycler une partie de leurs déchets sous forme d'énergie. Nous-mêmes, aujourd'hui, sur notre usine d'Archibloc, on étudie un projet pour récupérer plus de bois recyclé et améliorer notre process en valorisant ce qu'on ne peut pas, notamment des pierres, des rouleurs, de façon à refaire une partie de notre énergie encore. Monsieur Bellamy ? Moi, je voudrais juste ajouter que ce sujet est parfaitement bien géré aujourd'hui par l'ADEME et les DREAL. On a dans tous ces processus d'attribution de subventions, en fait, la gestion des plans d'approvisionnement qui, gère les conflits d'usage, 2, vérifie qu'une majorité des produits viennent de forêts certifiées, et 3, sur le recyclage, même chose, on doit à chaque fois justifier du plan d'approvisionnement et de la non mise en concurrence d'usage. Donc j'ai le sentiment que c'est parfaitement géré aujourd'hui. Les choses sont bien écrites et bien gérées. Merci pour ce message, effectivement, comme je vous le disais, qui reboucle avec un certain nombre de préoccupations qui ont été évoquées au cours de cette journée. Mais merci pour ces éclairages. Merci Monsieur Bellamy, merci Monsieur Archambault, merci Monsieur Thirion pour votre présence à cette table ronde consacrée au bois énergie et à l'industrie. Le plus gros producteur d'hydrogène, c'est la forêt. Et ouais, c'est encore nous les meilleurs. Voilà, donc c'est un très bon mot de la fin à ce stade. En tout cas, avec toujours le regard très aiguisé de notre dessinateur qui nous accompagne depuis ce matin, Éric Grelet, que je remercie encore une fois. Pour ma part, je vais vous remercier également pour votre présence nombreuse. Dans un instant, je vais vous proposer un petit jingle qui permettra à notre invité sur le plateau de prendre congé pour aller vers d'autres engagements. Juste après vous avoir personnellement remercié pour votre participation et pour votre contribution à la richesse des débats à travers vos questions notamment. Merci encore aussi à Clarisse Fischer qui s'est faite votre porte-parole tout au long de cette journée. J'ai été très honoré et j'ai eu beaucoup de plaisir à participer avec vous à cette 2e édition de la journée Bois Énergie dans un format un peu particulier mais auquel malheureusement nous avons eu l'occasion de nous habituer depuis un peu plus d'1 an maintenant. En tout cas, merci encore à toutes celles et ceux qui ont participé aujourd'hui en tant qu'intervenants, qui ont bien voulu nous rejoindre dans ce studio ou s'organiser pour être présents avec nous à distance. Je vais passer la parole dans un instant au président du CIP qui vous prononcera quelques mots en guise de conclusion de cette journée. Et je vais me retirer de cet espace, juste le temps pour vous d'entendre une dernière fois le jingle de notre édition 2021 des JBE, comme on les appelle maintenant, de la JBE, la journée Bois Énergie.